Eh bien, bonjour à vous Aurélien Demory. Merci beaucoup, Bonjour. de venir donc, faire la conférence pour représenter Capgemini. Donc nous sommes également avec Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Laurent, bonjour Aurélien. Donc qui Bonjour. fera, le rapporteur questions dans une deuxième partie, hein. Dans la première partie de la conférence, Aurélien, je vous propose de présenter, je suppose que vous avez prévu une présentation, slide, voilà d'une demi de 30 de 40 minutes à peu près, et pendant ce temps, ceux qui nous écoutent, nous regardent, peuvent préparer des questions, les envoyer, par les réseaux, par le chat, et puis dans une deuxième partie, hein, à partir de 16h40 jusqu'à 17h, eh bien de répondre à ces questions, d'avoir une partie un peu plus interactive, avec Lucas, avec moi-même pour répondre aux questions. Surtout, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions pour cette deuxième partie. Est-ce que ça vous convient, Aurélien? C'est parfait. On Eh ben, peut écoutez, commencer. merci beaucoup à vous. Et puis avec Lucas, bah, écoutez, on vous laisse, on vous écoute, votre présentation. Voilà. Très bien, je vous remercie. Du coup, donc pour ma part, je vais vous présenter aujourd'hui en fait un petit peu Capgemini et comment fonctionne Capgemini, les avantages qu'on peut retrouver chez Capgemini et également mon parcours professionnel depuis ma sortie de l'école Polytech Paris Sud, puisque je suis un ancien de Polytech Paris Sud pour le coup. Et donc voilà, donc l'idée c'est de vraiment vous expliquer mon parcours pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qui pourrait vous attendre par la suite lorsque vous serez diplômé. Donc très rapidement, je vais parler un petit peu des expertises qu'on va retrouver chez Capgemini. Donc Capgemini, globalement, on a deux grosses filiales. On a la partie Capgemini qui va s'occuper en fait de tout ce qui est intégration SI avec du développement logiciel sur mesure, notamment du développement web, du développement mobile, du déploiement ERP, des solutions business intelligence, big data, etc. On va avoir aussi une autre partie qui est occupée par Sogeti. Et donc cette partie-là, en fait, c'est la partie cybersécurité, notamment, la partie aussi informatique industrielle, généralement. Et voilà, donc on va retrouver notamment dans cette filiale du développement web de temps en temps, du développement mobile également, mais beaucoup plus orienté sur de la cybersécurité et éventuellement aussi sur de l'infrastructure IT. Donc très rapidement, donc là, ça va faire maintenant 2 ans que Capgemini a remodelé un petit peu sa façon de travailler sur la région parisienne, puisqu'avant on avait différents sites. Aujourd'hui, on a toujours plusieurs sites, mais majoritairement, les collaborateurs ont été regroupés en fait dans un seul et unique bâtiment qui s'appelle le bâtiment 147, donc 147, puisque on a des valeurs chez Capgemini qu'on promouvoit. Et donc, c'est un bâtiment qui se trouve à Issy-les-Moulineaux et qui va contenir quelque chose comme 5000 collaborateurs, a été vraiment fait sur mesure pour essayer en fait, de proposer aux collaborateurs un environnement de travail le plus idéal possible, tout en restant le plus professionnel possible, puisque bah, en fait, régulièrement, on accueille nos clients au sein de Capgemini. Donc très rapidement, pour donner un petit peu envie de travailler chez Capgemini, je vais faire un petit peu de promotion. Donc on va retrouver par exemple plusieurs restaurants à l'intérieur du bâtiment. Notamment, on va trouver deux restaurants et même un à l'étage qui est un restaurant un peu plus haut de gamme, on va dire. On va retrouver des clubs de fitness, on va retrouver également des centres de formation qui sont directement proposés au sein de Capgemini. Bien évidemment, après, il y a la partie service médical, mais je trouve que personnellement, le gros plus qu'on va retrouver au sein de Capgemini, ça va être le rooftop. Donc on a 8 étages dans le bâtiment et en fait au 8e étage, vous allez retrouver tout un rooftop qui donne une vue en plus de ça sur la tour Eiffel et qui donne en plus une vue sur la Seine, donc c'est plutôt sympathique. Et puis notamment, bah, il y a une table de ping-pong sur ce rooftop, donc on peut se décontracter. Et aussi un autre avantage qu'on trouve, je trouve, au 8e étage, c'est on va retrouver des baby-foot, on va retrouver par exemple des PS4, des choses comme ça qui vont nous permettre aussi de tout simplement se décontracter. Donc voilà un petit peu
pour les avantages en fait, de l'environnement de travail. Maintenant, je vais m'orienter un petit peu plus sur les secteurs d'activité de Capgemini. Donc, l'un des gros points forts qu'on va retrouver chez Capgemini, c'est qu'on attaque toutes sortes tous les secteurs d'activité. Donc, notamment, on va retrouver le secteur de l'énergie. Par exemple, là, on va proposer, on a des gros projets en collaboration avec EDF. Notamment, moi, j'ai pu travailler et je travaille encore sur un projet EDF que je vous présenterai à la suite. On va retrouver le domaine de l'industrie, le domaine de l'armement, le domaine de la banque, le domaine du retail, la distribution. Voilà, on va vraiment aborder toutes sortes de projets et de tout secteur d'activité confondus. Très rapidement, je vais aussi parler un petit peu de l'évolution de carrière chez Capgemini. Donc, en fait, chez Capgemini, quand on va intégrer l'entreprise, on va fonctionner sous système de grades. Donc, on va rentrer en tant que grade A, qui est le grade de junior, en fait, d'un collaborateur qui notamment vient de sortir d'école d'ingénieur. Et en fait, on va lui attribuer des objectifs qui sont personnels, enfin, une partie des objectifs qui vont être globales à tout consultant de Capgemini, des objectifs qui vont être liés à votre rôle. Donc, est-ce que vous allez être consultant d'application? Est-ce que vous allez être software développeur? Est-ce que vous allez vous orienter vers une carrière d'architecte, vers du consultant, vers business analyst, plutôt une carrière de chef de projet, etc. Et donc, on va avoir toute une plateforme qui est dédiée en fait à ce système-là pour vous fixer vos objectifs. Et pour valider vos objectifs, excusez-moi, je me permets de boire un petit peu parce que je suis un petit peu malade. Et donc, pour valider vos objectifs, vous allez en fait fonctionner sous système de feedback. Donc, ces systèmes de feedback, ils consistent en fait tout simplement, quand vous allez travailler avec des collaborateurs, ils vont vous donner vos points forts, vos axes d'amélioration, et tout ça dans une ambiance bienveillante, vous permettant en fait de vous améliorer et derrière de valider vos objectifs. Et donc cela va vous permettre, excusez-moi, je perds ma voix, cela vous permettra en fait d'évoluer au sein de Capgemini. Donc, bien évidemment, on ne va pas vous laisser tout seul. On ne va pas vous laisser tout seul au sein de Capgemini, on ne va pas vous laisser évoluer comme ça, sans accompagnement. Et donc, on va avoir plusieurs personnes qui vont être là pour vous encadrer. La première personne qui va être là, c'est le CM, le Career Manager. Le Career Manager a pour rôle de vous accompagner, de vous expliquer qu'est-ce qui est attendu par le management. Il va être là pour vous guider dans les formations que vous allez pouvoir demander au sein de Capgemini. Il va vous proposer une oreille attentive aussi sur vos conditions de travail. Est-ce que vous rencontrez des difficultés avec, par exemple, la collaboration avec vos responsables sur projet? Et il va notamment aussi discuter avec vous de tout ce que vous pouvez avoir en termes de demandes managériales, donc par exemple les demandes d'augmentation de salaire, les demandes de formation, le fait de discuter d'un changement de projet, des choses comme ça. Et donc, voilà, il va vraiment vous accompagner. On va retrouver aussi chez Capgemini, et ça, je trouve que c'est le plus gros avantage qu'on va retrouver, toute une série de formations. Donc, chaque année, en tant que collaborateur au sein de Capgemini, vous avez la possibilité de demander des formations. Excusez-moi. Et donc, les formations que vous allez pouvoir demander, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, soyons clairs, vous n'allez pas pouvoir demander non plus une formation pâtissier. C'est pas là l'objectif. Mais par exemple, vous pouvez demander une formation en anglais. Vous pouvez demander une formation qui
qui vous permettra de gérer votre stress. Vous allez pouvoir demander une formation qui vous permettra d'apprendre une nouvelle technologie. Donc, par exemple, si vous êtes très intéressé par du Power BI, une technologie Microsoft, vous pouvez très bien demander cette formation pour ensuite, après, travailler sur un projet qui fait appel à cette technologie. Donc voilà, et donc vous avez toute une panoplie qu'on va retrouver au sein de Capgemini. Une deuxième chose qui, je trouve, est intéressante chez Capgemini, c'est la création de communautés. Donc, qu'est-ce qu'on appelle communauté? Ben, en fait, c'est des collaborateurs de Capgemini qui vont se regrouper et qui vont avoir un rôle similaire. Donc, pour ma part, par exemple, je fais partie de la communauté des business analysts. Et donc, on va se retrouver tous les 2-3 semaines pour parler d'un sujet spécifique. Donc, parfois, ça va être discuter des nouvelles pratiques, des pratiques récentes qu'on estime plus efficaces. Parfois, ça va être présenter son projet avec une difficulté qu'on rencontre actuellement et on veut échanger pour avoir un coup de main, pour avoir des conseils. Et donc, c'est comme voilà, c'est très interactif et l'objectif, c'est vraiment de vous impliquer et de vous faire évoluer d'une autre manière que simplement des formations ou du travail continu sur projet. Excusez-moi. Donc voilà, une chose que je trouve importante à noter, c'est que toutes les formations ne sont pas certifiantes chez Capgemini, suivant les plateformes sur lesquelles vous allez faire vos formations. Pour autant, Capgemini tient particulièrement à ce que certaines formations délivrent derrière un certificat. Exemple, par exemple, sur la méthode Scrum, sur l'agilité, sur une méthode de travail, qui est une méthode de travail, vous allez pouvoir passer la certification de Product Owner ou de développeur. Et donc voilà, donc vous avez tout un panel de certifications qui sont possibles et qui sont extrêmement importantes dans le cadre de votre carrière, parce que c'est ces certifications-là qui vont vous donner une valeur ajoutée au cas où, si un jour vous décidez de changer d'entreprise, bah vous avez ce tampon-là qui dit « je suis capable je maîtrise telle technologie, je maîtrise telle manière de travailler ». Donc, je parle de l'agile parce que c'est ce que je connais personnellement le plus, mais il y a bien d'autres manières de travailler. Et toute cette partie-là, voilà, c'est très important parce que c'est ce qui va faire votre bagage en plus sur votre CV. On a un autre système aussi qui permet de monter en compétences au sein de Capgemini, qu'on appelait la ruche. Donc la ruche, c'est quoi? Ça consiste en fait à vous mettre sur des projets qui sont en interne, donc qui ne sont pas des projets facturables, qui ne sont pas vendus à des clients. Et donc, ces projets-là, en fait, ils vont vous permettre de développer une nouvelle compétence ou alors tout simplement vous permettre de vous entraîner dans un environnement projet, mais où on va vous enlever une partie du stress qui pourrait être lié directement à une demande de résultat de la part du client. Et ça, notamment, ce qui peut être intéressant, donc moi, par exemple, j'ai effectué un moment 3 semaines, un mois sur la ruche. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça m'a permis moi de faire une transition pour passer de consultant software développeur à consultant fonctionnel. Et de cette manière-là, j'ai pu commencer à monter en compétence sur la partie fonctionnelle, apprendre à rédiger des spécifications fonctionnelles, apprendre à réaliser des ateliers de cadrage, des choses comme ça, à travers mon expérience de la ruche. Et une fois que derrière, j'ai intégré un nouveau projet, j'ai pu demander de travailler sur un projet où le rôle nécessaire était fonctionnel.
Donc ça, je pense que c'est très intéressant parce que c'est un peu comme les projets qu'on va retrouver dans votre parcours ingénieur. Il y a des projets que vous allez effectuer qui sont des vraies valeurs ajoutées et une véritable expérience, une plus-value que derrière, vous allez vraiment pouvoir utiliser pour vous mettre en condition, en fait, derrière, pour intégrer le marché. Et ça, pour le coup, c'est non négligeable. C'est pas comme une certification ou une formation que vous allez passer où on ne vous met pas en condition, on vous apprend que la théorie comme à l'école, entre guillemets. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on va retrouver chez Capgemini et qu'on ne pourra bien évidemment pas retrouver généralement dans une PME qui n'a pas, le budget pour réaliser ce genre de projet interne. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu mon parcours professionnel. Donc moi, je suis sorti d'école d'ingénieur, donc de Polytech Paris Sud en 2016. Suite à mon stage de fin d'études que j'ai effectué chez Codra, qui est une PME qui se situe à Massy-Palaiseau. J'ai signé un contrat de travail, un CDI avec eux. Et donc, ça a été ma toute première expérience. Donc, l'avantage que j'ai pu voir au sein de Codra et ce que j'ai apprécié notamment, c'est le fait déjà que c'est une entreprise à taille humaine, ce qui signifie que vous avez des interactions sociales qui sont quand même plus riches et qui sont plus profondes en fait avec vos collègues, puisque c'est du coup tout le monde se connaît. L'avantage aussi qu'on va retrouver, c'est que nécessairement, au vu de la taille de l'entreprise, qui compte un peu plus d'une centaine d'employés aujourd'hui, on va pouvoir travailler sur un projet de bout en bout. Et donc moi, c'est à partir de cette expérience au sein de Codra, j'ai pu développer mes compétences en C# notamment et en ASP.NET, mais pas que. J'ai eu l'avantage de pouvoir aussi commencer à faire de la rédaction de spécifications, de faire des points réguliers avec un client, et derrière, en fait, du coup, avoir une certaine polyvalence en fait dans mes compétences. Sachant que pendant toute la durée de mon contrat, donc je suis resté un peu plus d'un an et demi quasiment au sein de Codra. Et pendant toute cette période, j'ai travaillé pour le même client qui était Landra. Donc Landra, qui est une entreprise publique et qui gère en fait toute la partie, qui gère tous les déchets radioactifs en France et qui gère notamment son stockage et l'entretien entre guillemets de ces déchets radioactifs. Et donc c'était une mission qui était absolument intéressante, avec ses contraintes et ses avantages. Mais le plus gros avantage a été vraiment le fait de pouvoir développer de multiples compétences et pas uniquement des compétences de développeur. Donc suite à cela, je suis arrivé chez Capgemini. Parce qu'en fait, ce qui m'embêtait au sein de Codra, c'était de travailler en fait sur un projet avec un seul collègue. Je trouvais que c'était un peu trop limitant. Moi, j'avais besoin plus d'interaction sociale. Et donc, j'ai décidé d'intégrer Capgemini. Donc, je suis arrivé chez Capgemini en début 2018 de mémoire. Non, début 2017, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ça va faire bientôt 3 ans que je travaille chez Capgemini. Et donc, le premier projet sur lequel j'ai pu travailler, c'était le projet pour l'entreprise RTE, donc le réseau de transport d'électricité de France. Donc là, ça a été une mission qui était ce qu'on appelle une tierce maintenance applicative. Donc, ça veut dire qu'on a déjà une application qui est existante et l'objectif, c'est d'y apporter des évolutions. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était un projet déjà qui était avec une équipe qui était un peu plus grande. Donc notamment, on était 7 dans l'équipe. Donc on avait un chef de projet, on avait un responsable fonctionnel, un responsable technique et 4 développeurs. Non, on était 6, on avait 3 développeurs, pardon.
Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, vous avez besoin de communiquer. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça sur une tâche, par exemple, tout seul, sans communiquer avec votre équipe, histoire de ne pas faire 2 fois la même tâche, par exemple. Donc déjà, ça correspondait déjà un peu plus, enfin même bien plus à mes critères qui étaient d'avoir plus d'interaction sociale et un vrai travail en équipe. Par contre, ce qu'on va avoir qui est différent, par exemple, avec une PME, c'est que là, je travaille uniquement sur la partie développement. Donc, par exemple, toute la partie cadrage qu'on pourrait retrouver avec un client, la partie rédaction des spécifications, toute cette partie-là, moi, je n'avais pas à m'en charger, je me chargeais uniquement du développement. Donc, ça fait quand même un petit changement. Mais somme toute, en fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt appréciable, parce que derrière, j'ai pu me concentrer sur une seule chose et m'assurer de faire correctement cette chose. Suite à cela, alors la mission pour RTE a duré un peu plus d'1 an, mais les 2-3 derniers mois ont été un peu compliqués parce que le client avait des contraintes budgétaires et temporelles qui étaient excessivement tendues. Et ça a été compliqué en fait de lui dire, de négocier avec lui ces dates et cette façon de travailler au vu de son budget. Et du coup, on s'est retrouvé en difficulté et en fait, lorsque le contrat a dû être renouvelé, on n'a pas pu, on n'a pas été retenu. À partir de là, en fait, je suis sorti de ce projet-là. Je suis resté quelques semaines, 2-3 semaines en intercontrat pour ensuite intégrer un autre projet. Un autre projet qui est cette fois-ci pour le client Suez aux France. Et donc là, ça a aussi été une mission qui était particulièrement enrichissante, puisque je suis arrivé dans un contexte déjà qui était tendu. Ce contexte était tendu parce que au moment d'intégrer l'équipe, les 2 personnes qui devaient me former entre guillemets sur les applications pour derrière réaliser les évolutions de l'application étaient démissionnaires. Donc déjà, la montée en compétences était plutôt compliquée. Pour autant, ça ne m'a pas empêché de me donner à fond et de m'en sentir au final très très bien. Et ce qui a été aussi un élément très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, quand je suis arrivé, en fait, j'ai vu plein de choses que je pouvais améliorer. Et donc, j'ai commencé à proposer d'autres manières de travailler sur le projet à mon chef de projet, enfin ma chef de projet, pardon. Et lorsque je lui ai expliqué, là par exemple, en fait, une des choses par exemple qui m'avait choqué, c'est que le client demandait une évolution, mais on ne rédigeait aucun document sur cette évolution. Donc on n'avait aucune traçabilité de ce qui était concrètement demandé. Donc moi, travaillant dans des conditions qui étaient quand même un peu précaires au vu de ma montée en compétences qui était sur le projet qui a été compliqué, je suis arrivé auprès de ma chef de projet et du directeur de la directrice de projet, parce qu'on avait plusieurs projets pour Suez aux France. Je leur ai dit, écoutez, moi, la manière dont on travaille actuellement ne me convient pas, je ne pourrais pas être performant. Voilà ce que je propose comme solution. Et en fait, ce qui est très révélateur chez Capgemini, c'est qu'on vous écoute, en fait. Si les solutions que vous allez proposer, si vos prises d'initiative sont pertinentes, on va vous écouter et on va même dire, mais en fait, ça c'est une super idée. Non seulement je vais te donner un go, mais en plus de ça, je vais essayer de voir si je peux pas le mettre sur les autres projets qu'on a en parallèle. Et là, pour le coup, c'est vraiment, il y a un côté très gratifiant parce que on n'est pas là à vous dire, tu viens de sortir d'école, tu as 2 ans d'expérience, en fait, tu n'as rien à dire. Tu fais et puis c'est tout. C'est vraiment pas l'ambiance ni l'esprit qu'on va retrouver chez Capgemini. On va vraiment vous pousser, on va vraiment vous remercier en fait vos prises d'initiative, votre capacité à réfléchir à des nouvelles solutions, à des manières de travailler qui va être plus efficace.
Autre chose que j'avais vraiment apprécié au sein de Capgemini et notamment sur ce projet, c'est qu'en fait, on a renouvelé notre contrat avec Suez France sur ce projet-là, mais pour des raisons budgétaires, on a décidé avec Suez France de transférer notre activité sur ce projet-là chez nos équipes à Casablanca. Donc là, ce qui est pareil, ça a été un moment qui était particulièrement intéressant. Donc cette partie-là, je l'ai faite en juillet 2019. Et ça a été extrêmement enrichissant parce que là, d'un seul coup, on se retrouve à devoir à faire tout un transfert de connaissances avec une équipe qui a une culture différente, qui a une communication différente, qui a une manière de travailler qui est différente. Et donc là, c'est aussi bien à vous qu'à vos interlocuteurs d'essayer de s'adapter pour vraiment que cette transition se fasse de manière la plus fluide possible. Et donc, moi, ce que j'ai pu apprécier, alors certains pourraient ne pas apprécier ce genre de choses, mais là, par exemple, pendant 3 semaines, on m'a envoyé à Casablanca pour aller travailler directement auprès de nos équipes marocaines et pour pouvoir faire notre transition. Et donc là, c'est quand même, enfin moi je trouve ça super parce que déjà l'accueil a été absolument fantastique. On a pu, alors certes les journées étaient très chargées, on va pas se mentir, mais pour autant on a pu quand même se prendre un peu de temps aussi pour nous, pour qu'ils nous présentent un petit peu la ville, pour qu'on aille manger au restaurant tous ensemble, des choses comme ça. Donc voilà, il y a vraiment aussi un côté social qui est très enrichissant. Donc voilà. Une fois la transition terminée, bah, bien évidemment, je suis sorti du projet. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé. Alors, sur le projet Suez France, j'étais toujours développeur, mais cette fois-ci, j'étais plutôt responsable d'application. Donc, responsable d'application, c'est quoi? Vous allez maîtriser l'environnement technique, mais aussi une grande partie de l'environnement fonctionnel de l'application sur laquelle vous travaillez. Et donc, pourquoi cette mission m'a intéressé? Parce que moi, je n'avais pas vocation en fait à rester dans la partie technique. Je ne vais pas mentir, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça, la partie technique. Essayer de développer un logiciel ou une application, c'est en déterminant l'architecture, etc., avec les technologies adéquates, c'était pas pour moi. La seule raison pour laquelle je suis parti sur Software Engineer, c'était pour comprendre un peu comment fonctionnait la partie technique et pour gagner derrière en crédibilité lorsque je m'orienterai plutôt sur quelque chose de fonctionnel ou vers Engagement Manager. Ce qu'on appelle Engagement Manager, pardon, c'est chef de projet au sein de Capgemini. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, on m'a dit, bah, écoute, Aurélien, si tu veux effectivement t'orienter plutôt vers du fonctionnel, vers business analyst, bah, on a une nouvelle mission à te proposer qui est pour EDF. Et donc, j'ai travaillé pour EDF, qui est jusqu'à juillet. Et là, je reprends le projet puisqu'il y a eu une coupure budgétaire de la part d'EDF suite au Covid. Et donc, l'avantage que j'ai pu avoir sur cette mission, c'est que là, j'étais tout de suite dans un environnement qui était technico-fonctionnel, mais plutôt orienté quand même fonctionnel. Donc, on va savoir, on utilisait un ERP qui s'appelle UMAX 365, qui est une extension en fait de Microsoft Dynamics, une technologie proposée bien évidemment par Microsoft. Et donc, dans le cadre de cette mission, mon objectif, en fait, c'était, j'avais plusieurs choses, plusieurs aspects que j'avais en charge. La première, c'était la réalisation d'ateliers avec le client, des ateliers de cadrage. Donc là, ça consiste en quoi? En fait, le client vous donne des inputs qui vont vous permettre en fait d'avoir un aspect métier. Et en fait, derrière, vous allez préparer une présentation qui va expliquer, à partir de ces inputs et à partir des aspects métiers, comment vous allez intégrer tout ça dans votre solution IT, dans votre solution digitale. Et donc là, c'est pareil, c'est extrêmement enrichissant parce que y a des rares sont les moments où le client est d'accord avec vous de A à Z. À chaque fois, il va vous dire, bah, attendez, là, il y a une spécificité qu'on n'a pas forcément écrite dans notre cahier des charges, ou alors là, on a oublié, il y a quand même un cas particulier, des choses comme ça. Et voilà, il y a plein de contraintes comme ça qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est extrêmement enrichissant parce que derrière, ça vous oblige en fait à vraiment réfléchir non pas à une partie de la solution,
mais à la solution dans sa globalité et comment vous pouvez intégrer une fonctionnalité dans cette globalité. Ensuite, la deuxième mission que je vais avoir, bien évidemment, ça va être la rédaction des spécifications et des user stories. Alors, les spécifications fonctionnelles, c'est tout simplement expliquer en fait en quoi consiste l'application d'un point de vue métier et derrière, en fait, ça va permettre de savoir aux développeurs qu'est-ce qu'ils vont devoir faire concrètement en termes techniques. Les user stories, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient en fait de la méthode agile et notamment du framework Scrum, qui consiste en fait, vous allez travailler sur un cycle de 2 semaines, par exemple, et sur ces 2 semaines, vous allez écrire un certain nombre de fonctionnalités qu'on va devoir mettre en place. Et donc c'est ce qu'on appelle les user stories. Et toutes ces user stories, au fur et à mesure, vous allez les rédiger, vous allez les prendre en compte lorsque vous allez faire vos sprints. Et petit à petit, en fait, comme ça, vous allez développer votre application. Après, c'est bien beau de développer une application, mais pour autant, il faut quand même la tester, parce que l'idée, c'est quand même de fournir un travail de qualité et de s'assurer de la qualité qu'on délivre auprès de nos clients. Donc, c'est pour ça que j'arrive sur un troisième point sur lequel j'étais en charge, c'est la rédaction en fait, des tests de validation de toutes les fonctionnalités que j'avais déjà écrites. Et donc là, pareil, c'est quand même extrêmement intéressant parce que parfois, c'est pas toujours vous qui allez passer les tests. C'est vous allez les rédiger, vous allez passer un certain nombre de tests, mais ça peut très bien être votre collègue à côté qui est sur une autre partie de fonctionnalité qui va passer vos tests. Et donc là, vous avez intérêt quand même à faire en sorte que vos tests soient vraiment compréhensibles pour votre collègue, parce que sinon, il ne va rien capter à votre charabia, il va mal tester votre fonctionnalité. Et si en fait c'est mal testé et que du coup en fait il y a un bug ou une anomalie sur votre fonctionnalité, c'est quand même pour votre pomme, hein, parce que globalement c'est vous qui avez écrit ce que votre collègue devait faire. Donc il y a une certaine, effectivement, il y a peut-être une certaine pression, mais pour autant c'est extrêmement enrichissant parce que ça vous oblige à faire un peu attention à votre manière de communiquer, à votre manière de vous exprimer, et derrière en fait de vous assurer aussi que vous avez vraiment compris l'aspect métier. Donc voilà. Récemment, juste pour donner un petit peu, parce que donc là on le retrouve pas sur le PowerPoint, mais du coup depuis juillet, je n'étais plus sur le projet EDF, bien que je reprends depuis cette semaine. Et entre-temps, du coup, j'ai travaillé quelques semaines à la ruche. J'ai travaillé aussi sur de l'avant-vente. Donc, ce qu'on appelle de l'avant-vente, c'est, admettons, La Poste demain fait une appel d'offres pour le développement d'une application. Et bien, Capgemini, dans le cadre de son avant-vente, en fait, on va prendre leur appel d'offres, donc leur cahier des charges. On va réaliser ce qu'on appelle un mock ou un début de proposition. Et derrière, après, on va petit à petit avancer et proposer notre solution, notre offre à la Poste. Et donc, moi, j'ai pu travailler dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, c'était un cadre un peu particulier puisqu'on travaillait en collaboration avec une autre entreprise pour répondre à une appel d'offres. Donc, c'était très enrichissant. Et après cela, j'ai travaillé pendant 3 semaines, un mois sur un autre petit projet pour Volkswagen Finance Services. Et donc là, pareil, c'était une mission assez intéressante qui consistait en fait à rédiger les spécifications fonctionnelles d'une application juste à partir du code. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y a pas le client qui est là pour vous expliquer concrètement le métier. C'est juste à partir du code que vous devez déterminer les différentes règles de gestion, qu'est-ce que ça fait exactement, etc. C'est clairement pas évident, mais ça a été une expérience qui était somme toute très enrichissante. Et donc là, depuis cette semaine, comme je l'ai dit, je retravaille sur le projet EDF. Donc très rapidement, parce que si je ne me trompe pas, il nous reste 5-10 minutes grand maximum. Oui, allez-y, allez-y, vous pouvez continuer, 10 minutes, pas de problème. Très bien, merci. Donc là, en fait, moi, l'idée que j'avais aussi de ma présentation d'aujourd'hui auprès de vous, c'était de vous aider un petit peu à faire votre choix. C'était pas forcément de vous faire absolument rentrer chez Capgemini, je veux dire, il y a plein d'autres entreprises, mais plutôt de vous dire, en fait, la question va se poser de savoir qu'est-ce qui vous convient.
Est-ce que ça va être travaillé dans quel type d'environnement vous allez tout vouloir travailler? Et donc là, je me suis amusé un petit peu à comparer le fonctionnement d'une PME et de Capgemini, donc à savoir une grande entreprise, une très grande entreprise, puisqu'aujourd'hui Capgemini, c'est quand même plus de 250 000 employés. Et donc, il y a l'aspect au niveau des inconvénients, j'ai déjà pu noter quelques points. Par rapport aux PME, par exemple, on va retrouver des choix limités en ce qui concerne les projets, ce qui est évident au vu de la taille de l'entreprise. Généralement, on va retrouver une politique RH quand même qui est peu structurée, où vous allez devoir, enfin moi c'est ce que j'ai eu en tout cas au sein de Codra, à savoir vous allez directement voir le président de l'entreprise si vous avez quelque chose à demander, quoi, ou si vous avez un problème. Vous avez bien évidemment aussi une possibilité d'évolution qui va être plus lente et plus compliquée, puisque vu qu'il y a moins de personnes, on ne va pas vous faire passer chef de projet comme ça du jour au lendemain. Et bien évidemment également, les avantages du CE vont être moins importants de par la taille de l'entreprise. Maintenant, quand on va regarder un petit peu Capgemini en particulier, il y a aussi quand même des contraintes. On ne va pas se le cacher, ce n'est pas tout rose chez Capgemini. Donc la première chose qui est importante, c'est la nécessité de se construire un réseau. Donc si vous restez dans votre coin, tout timide, à ne parler à personne, très honnêtement, je ne vous inviterai pas à venir travailler chez Capgemini. Vous risquez de ne pas pouvoir exprimer pleinement votre potentiel. Ensuite, on va favoriser la démarche proactive, donc ça revient un petit peu au fait de construire aussi son réseau, ça va un peu pour moi ensemble. Il y a aussi les relations sociales qui vont être un petit peu moins familiales, je dirais, parce que bien évidemment, quand vous allez changer de projet, vous n'allez pas forcément travailler avec les mêmes collègues, donc ça veut dire que quelque part, vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Donc pour certains, ça va être quelque chose qui est vu comme un inconvénient, de par le fait que, en fait, ils n'ont pas toujours envie de rencontrer plein de monde, quoi. Et ensuite, une des choses que moi j'ai pu trouver, c'est la difficulté de visibilité sur tout ce qui est possible en fait au sein de Capgemini. Parce que quand on parle d'une entreprise qui a 250 000 personnes, en fait les possibilités sont immenses, mais encore faut-il aller trouver l'information, quoi. Maintenant, en ce qui concerne les avantages, parce qu'il y en a également des deux côtés, déjà, là, il y a les relations sociales qui sont assez fortes et un sentiment d'appartenance qu'on va retrouver dans une PME. La montée en compétences qui est extrêmement rapide parce que bien évidemment, on va être beaucoup plus exigeant avec vous et ça va être nécessaire d'être capable de se donner à fond sur des périodes parfois plus longues. Et il y a aussi, bien évidemment, une visibilité simplifiée de la stratégie de l'entreprise, puisque en fait, vous allez directement voir la communication de votre patron et sur un secteur qui est plus restreint. De l'autre côté, pour Capgemini, j'aurais tendance à noter que le fait que vous pouvez choisir le secteur d'activité ou la technologie sur laquelle vous travaillez, c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant. La multitude d'activités et d'événements que vous allez retrouver, une politique RH quand même qui est claire et qui est bien structurée, qui va vous faciliter votre évolution au sein de Capgemini. On en a parlé, mais il y a aussi la partie formation. La formation en continu des collaborateurs, et notamment en cette période de Covid-19, on a beaucoup poussé pour la formation des collaborateurs qui sont retrouvés en intercontrat, notamment sur la région toulousaine. Et le dernier point qui s'est révélé un peu cette année, c'est notre capacité à faire du télétravail. Donc pour donner à titre d'exemple, moi, ça va faire depuis le mois de mars que je travaille 5 jours sur 5 depuis mon appartement. Et ça m'arrive une fois toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, si je le veux, de venir au sein de Capgemini, au bâtiment 147 à Issy-les-Moulineaux. Donc ça, il faut savoir que le télétravail, c'est pas donné encore aujourd'hui à tout le monde, hein. Capgemini est, je trouve, de ce côté-là, un peu une exception. Donc, comme je l'ai dit, on va retrouver toute une panoplie d'avantages chez Capgemini qu'on va retrouver globalement sur cette slide. Donc, notamment de l'épargne salariale que je n'ai pas forcément mentionné, la mobilité en France ou à l'international. Donc, si demain vous décidez de partir à Nantes, c'est quand même quelque chose qui est possible, c'est quand même bien à savoir.
Vous n'êtes pas obligé de partir à Nantes et puis derrière de retrouver un job à Nantes. Non, vous pouvez directement passer par Capgemini. Et alors, bien évidemment, ça se prévoit, mais vous pouvez arriver et dire, en fait, dans un an, j'aimerais partir à Nantes. Est-ce que c'est possible? Et Capgemini vous répondra par l'affirmative. On fait attention aussi de plus en plus au temps de travail pour s'assurer que nos collaborateurs soient quand même dans un environnement de travail qui est sain. Donc voilà. Et après, je ne vais pas tout vous exposer, mais on a un CE qui est très très riche, qui va vous proposer des séjours en France, en région, des week-ends en région, des voyages à l'étranger, des week-ends à l'étranger. Donc, juste quelques exemples. L'année dernière, on nous avait proposé de partir sur un week-end à Saint-Pétersbourg. On avait à Prague, on avait 2 semaines en Laponie. Voilà, il y a des possibilités qui sont très très riches de ce côté-là à Capgemini. Et sachant qu'après, j'imagine qu'en tant qu'étudiant, ce n'est pas forcément votre cas, mais par exemple, il y a pas mal d'avantages par rapport aux enfants. Si vous êtes parent, c'est très intéressant de savoir qu'on a développé un peu plus les congés paternité. On va retrouver aussi de l'aide pour garder vos enfants, des choses comme ça. Donc voilà, tout ça fait que Capgemini est quand même assez riche, et sachant qu'après, il y a aussi une partie un peu plus responsabilité sociétale qui est de plus en plus pris en compte au sein des entreprises en France, pas uniquement Capgemini, mais toutes les entreprises. Et nous, de notre côté, on s'active beaucoup sur tout ce qui est mission handicap, inclusion numérique, diversité et mixité, et le développement, bien évidemment, d'un numérique écologique. Donc voilà pour ma petite présentation de Capgemini. Eh bien, présentation riche en informations. Hein, merci bien, Aurélien. Merci. Alors peut-être maintenant effectivement aborder, Lucas, est-ce que vous avez déjà des premières questions? Alors, en effet, j'ai déjà quelques questions. Donc, vous avez évoqué 5000 collaborateurs, dont notamment un bâtiment 147, donc en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux, ainsi qu'une équipe à Casablanca. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer où est-ce que Capgemini, enfin, dans quels endroits se situent donc les locaux de Capgemini, par exemple? Alors, donc effectivement, à Issy-les-Moulineaux, on a notre bâtiment de 5000 personnes, mais après, on a des agences un peu partout en France. Donc, on va retrouver notamment des agences, par exemple à Marseille. On va retrouver une agence à Lyon qui est très poussée. On va en retrouver à Toulouse. Alors, sans vous cacher, en ce moment, c'est plutôt à éviter parce que l'activité due au Covid et à l'impact que ça a eu sur le secteur de l'aéronautique, c'est un peu compliqué en ce moment, on ne va pas se mentir. Mais après, on a aussi Bordeaux, Bayonne, on a Rennes et Nantes qui sont en train d'exploser en ce moment avec une croissance qui est phénoménale. Je crois que de mémoire qu'on a aussi une agence à Lille, pardon. On en a une qui est à Strasbourg et on en a une également à Orléans. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on en a vraiment énormément en France. Et après, bien évidemment, on en a aussi, par exemple, au Royaume-Uni. Donc récemment, on a développé un peu notre activité en Espagne également, donc notamment à Barcelone. On en a en Pologne, en Inde. On travaille énormément avec nos équipes indiennes, notamment par exemple pour des projets en collaboration avec Peugeot, donc PSA. Donc voilà un petit peu. Je vous remercie pour votre réponse. Une deuxième question que j'ai pu noter, c'est que vous avez évoqué différents projets. J'ai pu noter donc beaucoup, donc notamment pour Capgemini, des projets en web et en développement mobile notamment, donc les ERP et la big data. Et il me semble que vous n'avez pas évoqué donc les technologies. J'ai pu voir notamment du C# ou de l'ESP.NET. Quelle autre technologie, par exemple, est-ce que vous utilisez, ou est-ce que vous êtes plutôt orienté sur les technologies Microsoft, par exemple? Alors, non, pour le coup, on n'est pas spécifiquement sur des technologies Microsoft. Moi, j'ai mis effectivement peut-être un peu en avant ces technologies-là parce que moi, je travaille sur une entité qui est spécifique sur les technologies Microsoft. Et pour autant, on a énormément de Java, par exemple, du JavaScript. Enfin,
Honnêtement, sur les technologies, on va vraiment aborder quasiment toutes les technologies. Il y a aussi du C++, c'est très, 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 très riche. En fait, j'aurais même tendance à dire que la partie Microsoft n'est pas forcément ce qui est le plus poussé aujourd'hui et ce qui est le plus demandé forcément au sein de Capgemini. Ce qui est très, 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 très demandé en ce moment, c'est tout ce qui est technologie Java. Tout ce qui entoure les technologies web et Java, c'est en pleine explosion. D'accord, je vous remercie. J'ai une dernière petite question. Donc, vous avez évoqué la méthode agile et notamment le Scrum. Est-ce que c'est la méthode donc, de gestion de projet que vous abordez et que vous utilisez le plus ou bien vous en utilisez des autres? Alors, Comment ça se met en place? C'était ma d'accord, question. très bien. Alors, effectivement, en fait, on va avoir toute une panoplie de méthodologies de projets. Celle qu'on retrouve le plus couramment, puisque depuis quelques années, c'est quelque chose qui est énormément demandé par les clients, c'est effectivement le format agile et notamment le framework Scrum. Donc, à savoir le fait de travailler par sprint, donc des sprints de 2, 3 semaines, voire 4 semaines dans des projets qui sont de très grande envergure. Mais pour autant, on va trouver aussi des projets pour lesquels ce format-là n'est pas adapté. Par exemple, moi j'ai travaillé sur un projet, donc le premier projet qui était pour RTE. On avait essayé de mettre en place la méthodologie Scrum, et en fait, ça ne convenait absolument pas. Donc à partir de ce moment-là, on a décidé de changer. On s'est dit, finalement, on va fonctionner en cycle en V, tout simplement. Après, sur d'autres, on va trouver du Kanban. Voilà, il y a toute une richesse qu'on va retrouver, mais pour le coup, effectivement, la plus répandue reste le format Scrum. D'accord, je vous remercie. Alors, nous avons Euh, p- également des voilà. questions sur le chat. Pour commencer, quelle est votre spécialité à vous en termes de formation Polytech? Et puis, quelle expérience vous aviez déjà professionnelle avant de travailler chez Capgemini? D'accord. Alors, effectivement, moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique, je ne vais pas mentir, puisque moi, la formation que j'avais faite à Polytech Paris Sud, c'était énergie électronique et système, donc E2S. Anciennement E2S, vu que ça a changé récemment, de ce que j'ai entendu. Et donc voilà, donc c'était pas forcément le terrain de prédilection, on va dire, que de travailler dans l'informatique, et notamment l'informatique industrielle. Et donc après, en fait, une fois que j'avais testé différents stages, un peu dans différents secteurs d'activité pour voir un petit peu ce qui me plaisait, et finalement, c'est au sein de Codra qui a une partie en fait SS2I et une partie éditeur progiciel où j'ai décidé de faire un stage et derrière en fait de signer mon CDI et de travailler avec eux pendant 1 an et demi. Et donc aujourd'hui, ça va faire j'ai à peu près, enfin, je vais avoir 4 ans, un peu plus de 4 ans, un peu moins de 4 ans d'expérience, ou à peu près 4 ans, quelque chose comme ça. Alors, ça rejoint une autre question qu'on a. Marie qui nous dit qu'elle est donc de formation PSO. Et est-ce qu'il y a des possibilités, effectivement, une fois dans Capgemini, de faire de la formation tout au long de la vie, d'après ce que je comprends de la question, de changer, en fait, d'aller vers du langage informatique, voilà, de se former, éventuellement de changer D'accord. de rail? Alors, effectivement, c'est une très très bonne question parce que Capgemini fait très régulièrement ça. Et en fait, on a un programme au sein de Capgemini pour les étudiants qui souhaitent une reconversion, et notamment une reconversion en informatique. En fait, on va les prendre pendant 3 mois ou 4 mois, ça dépend, ça dépendra un petit peu du profil et des compétences qui sont déjà acquises. Et pendant 4 mois, en fait, on va leur fournir une formation assez intense qui va leur permettre derrière de développer effectivement des compétences en informatique et donc et du coup d'intégrer l'entreprise directement après cette formation, parce que c'est un peu le deal, bien évidemment. Et du coup, après, enchaîner sur des projets au sein de Capgemini. Et évidemment, comme vous l'avez souligné, on va pouvoir après, tout au long de notre carrière au sein de Capgemini, continuer à se former sur des nouvelles technologies. Si on veut changer aussi de rôle, donc par exemple, comme moi, passer d'un rôle de software développeur à un rôle de consultant business analyst, ce sera aussi quelque chose qui sera possible.
Alors pour aller continuer dans cette voie-là justement, est-ce que vous pouvez, aborder, les salaires en début, d'entrée de carrière, on va dire et avec, de l'évolution de carrière? D'accord. Oui, oui, j'ai pas à m'en cacher. Moi, j'estime que c'est un sujet qui devrait être accepté et plus discuté, échangé. Alors, je vais pas, enfin, ça va être un peu compliqué pour moi de vous donner un salaire de départ parce que pour le coup, j'ai pas commencé directement au sein de Capgemini. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que Capgemini va fonctionner sur un système de grille de salaire. Et donc, quand on va sortir d'école d'ingénieur, généralement, on va pouvoir demander aux alentours de 37-38 cas. Ça va être à peu près les zones. Après, si vous avez des masters en plus, par exemple, vous pouvez parfois demander un peu plus. J'ai un collègue qui est rentré, qui avait fait un double master en plus de son école d'ingénieur. Et du coup, il a pu commencer directement à 39 cas. Ensuite, les augmentations de salaire, par exemple, vont être essentiellement liées aux évolutions de grade. Donc moi, par exemple, lorsque je suis passé de grade A à grade B, j'ai une évolution de salaire qui a été autour de 11%, ce qui est non négligeable. Je ne donnerai pas le salaire de départ exprès, parce que voilà, mais ça reste une très très bonne augmentation. Et sachant que ça, c'est pareil, ça va être quelque chose quand même qui est très. Capgemini va faire attention que la progression salariale soit à peu près équivalente pour tout le monde. Bon, après, ça dépendra bien évidemment aussi de vos performances au sein de Capgemini, mais sinon, ça va être quand même quelque chose qui est assez lissé. Et là, On parle en brut, hein, bien sûr. oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'insisterai aussi sur un point qui me semble, enfin, sur lequel on se bat au sein de Capgemini. C'est pour vous, jeunes femmes ingénieures, ne vous dévalorisez pas non plus. N'hésitez pas à demander le même salaire que les hommes, parce que vous méritez le même salaire que les hommes. Voilà. Je tenais à faire passer ce petit message. Très bien. Lucas, est-ce que vous avez une question peut-être encore? Alors, actuellement, non, je pense avoir fait le Bon. tour de mes questions. Aurélien, est-ce Euh, que vous avez peut-être pour conclure qu'est-ce que vous diriez, un message ou voilà, ou une anecdote pour avant de vous remercier pour cette présentation qui était riche en informations. Voilà, si vous aviez peut-être un dernier message à passer. Alors, ouais, j'ai effectivement un dernier message à passer, notamment pour ceux qui pourraient se poser la question de est-ce que je vais vraiment réussir à m'en sortir lorsque je vais quitter l'école d'ingénieur et que je vais me retrouver dans le milieu professionnel. Honnêtement, moi, j'étais vert de peur. Je ne vais pas vous mentir, j'étais vert de peur. Je n'étais pas forcément très mature à ma sortie d'école d'ingénieur. Vraiment, j'hésitais, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ça va venir petit à petit tout seul. Une entreprise, elle ne va pas vous recruter aujourd'hui pour vos compétences aujourd'hui, mais en fait, elle mise sur vous. C'est un investissement sur du long terme. Donc, elle va se dire en vous recrutant, lui, cette personne-là, je vais l'aider à la former, je vais l'aider à monter en compétences. Et c'est à partir de 2, 3, 4 ans d'expérience que là, elle va vraiment m'apporter une valeur ajoutée. Donc voilà, donc n'ayez pas crainte, juste foncez, Parfait, super. profitez. Super, beau message. Merci beaucoup à vous, Aurélien, pour Merci à cette vous pour l'invitation. présentation. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que donc la conférence sera disponible en replay sur le site Polytech Paris-Saclay très rapidement, avant la fin de la semaine. Encore un grand merci à vous. Merci à tous Merci à ceux vous. qui nous ont suivis parce que je vois le nombre de connectés. Et puis voilà, il y a toujours la plateforme pour les stands, pour le forum. Merci beaucoup à Très vous, bien. Aurélien. Merci. Merci bien. Au Bon, revoir. bonne fin de journée. Au Au revoir, revoir. Lucas. Au revoir, je vous remercie aussi.